Bienvenue sur le podcast Les 12 voix du cœur. Je suis Tawes Bouni, coach holistique. Je suis Valérie Lavril, art-thérapeute certifiée et artiste peintre holistique. Ici, nous aborderons le thème de la dépression, Les états d'anxiété ainsi que la spiritualité à travers nos cheminements intérieurs et nos expériences personnelles. Nous réaliserons également des interviews de personnes directement concernées par le sujet. Notre objectif est de parler ouvertement de ces thématiques afin de briser les tabous et les croyances, permettant à ceux qui les vivent de plus avoir à les cacher, que ce soit dans leur sphère familiale, sentimentale, amicale ou professionnelle. Nous tenons à t'indiquer que ce podcast se veut dans un espace de partage d'expériences, de vécu et d'inspiration. Nos compréhensions, nos interprétations et nos choix ne constituent en aucun cas des vérités ou des conseils. Nous sommes persuadés que chaque personne vit ses états de manière unique en fonction de son individualité et de ses aspirations. Notre ambition est de favoriser davantage d'authenticité, de tolérance et d'inclusion. Alors, si tu es touché, impacté de près ou de loin, ou simplement curieux, curieuse et intéressé par cette thématique, ce podcast est fait pour toi. Si tu traverses un état en lien avec l'âme éteinte, c'est-à-dire la dépression ou l'anxiété, et que tu rencontres une quelconque difficulté, n'hésite pas à aller consulter ton médecin généraliste, un professionnel de santé mentale ou de soins, finalement le ou les professionnels avec lesquels tu es le plus à l'aise pour en parler, afin de bénéficier d'un accompagnement dans ce que tu vis. Nous t'encouragerons à reconnaître pleinement ce que tu ressens sans le minimiser, peu importe le regard des autres. Les émotions sont légitimes et ton corps est un précieux messager qui t'aide à agir et à prendre soin de toi pour avancer vers un mieux-être. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager autour de toi et commenter à travers ton propre vécu si le cœur t'en dit. Nous te souhaitons une belle écoute. Les 12 voix du cœur. L'appel de notre être profond à se reconnecter à notre amour. Hello Valérie. Bonjour Tawes. Nous avons conçu une série d'épisodes pour partager notre expérience vécue pendant la dépression que nous nommerons l'âme éteinte, entendue comme un processus de l'extinction de l'âme. Alors aujourd'hui, nous aborderons les prémices de l'apparition de cet état, notre contexte du moment et des émotions ressenties, nos pensées internes et nos premières actions pour y faire face. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Alors, pour toi, Valérie, quelle était ta situation du moment ? En fait, ça arrivait assez progressivement, dans le sens où ça a démarré en fait au moment où j'exerçais en tant qu'art-thérapeute dans une clinique de santé mentale. Et donc en fait, la maladie finalement a commencé par d'abord un burn-out. La situation professionnelle était complexe et donc ça a été très insidieux dans le sens où d'abord j'ai commencé à perdre confiance en moi, mais petit à petit en fait, genre des petits trucs peut-être insignifiants au départ et petit à petit en fait c'est devenu de plus en plus exponentiel. Et il y a un jour en fait où j'ai reçu un patient en séance. Et il faut savoir que je suis de nature quand même hypersensible, donc toujours impactée finalement par les émotions des autres. Donc je travaille dessus pour ma fonction professionnelle, mais voilà, c'est quelque chose qui fait partie de moi et maintenant j'ai appris à vivre avec. C'est vrai que du coup, pendant cet entretien-là, je me suis rendu compte que j'ai ressenti aucune émotion par rapport à l'histoire que me racontait le patient sur le pourquoi du comment il était rentré en clinique. Okay. Donc, ça m'a alertée sur mon état émotionnel et psychologique. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais aller marcher entre midi et 2, prendre l'air, et puis ça va passer. Et c'est bizarre comment ça vient se manifester, en fait, parce que c'est pas comme un rhume ou comme une extinction de voix ou comme, etc. On sait qu'on va avoir un rhume. Là, en fait, juste, on sent qu'il se passe quelque chose au niveau mental, mais on n'arrive pas à déceler ce qui se passe. En fait. C'est quand même assez bizarre. Bref. Donc, je vais marcher et puis après, l'après-midi, je continue mes séances, etc. Mais je me sentais pas super bien. Et petit à petit, en fait, mon état se dégrade jusqu'à ce que je prenne la décision finalement d'arrêter mon travail parce que ça devenait dangereux pour les patients et pour moi aussi parce que finalement, j'étais plus en capacité finalement d'entendre la souffrance de l'autre puisque moi-même, j'étais en souffrance et je ne savais pas ce qui m'arrivait. Okay. Et donc, en fait, il y avait aussi la question qui revenait pas mal, c'était ma situation professionnelle allait devoir changer. Par rapport à un événement qui s'est passé au sein de la clinique. Et donc, il fallait que je prenne la décision, est-ce que je vais retourner dans un travail alimentaire
parce que il se trouve que l'art-thérapie, en fait, c'était une reconversion professionnelle, ou est-ce que je repars dans un travail alimentaire? Et donc, bref, il fallait que je choisisse entre est-ce que je repars dans un travail alimentaire ou je continue à faire un métier passion, mais je ne suis plus dans la capacité pour l'instant de réaliser ce métier-là. Donc, il y avait l'aspect financier qui était en jeu, les peurs et les croyances limitantes finalement qui revenaient. Et donc, en fait, il y avait toutes ces questions-là qui venaient. Et en fait, j'en suis arrivée à un flou artistique et vraiment un brouillard. En fait, c'est comme s'il y avait un énorme nuage gris sur les pensées, en fait. Et j'étais plus en capacité, plus ça allait, moi, j'étais en capacité de prendre des décisions sur ma vie professionnelle, mais après, ça a été sur ma vie personnelle. Enfin, voilà. Voilà, Okay. donc c'est comme ça que ça a commencé. En fait, toi, ton élément déclencheur, c'est vraiment à partir du moment où tu as senti que tu n'avais plus d'émotion face à ton patient. Ouais, exactement. Ok. Et toi, Tawes, quelle était ta situation du moment quand les symptômes sont apparus? Ouais. Alors moi, je revenais d'un séjour familial avec mon mari et ma fille. On était partis quelques mois en Espagne. On voulait faire une petite pause et une mini expatriation. Et j'étais rentrée avec un engouement et plein d'idées pour le développement de l'association pour laquelle je travaillais à ce moment-là, donc une association que j'avais cofondée. Donc j'étais 100% dédiée à cette activité et à ce moment-là, en tous les cas, la perspective, c'était de continuer à être 100% dédiée à cette activité. Et donc, je voulais juste structurer l'association parce que elle était existante et elle s'était développée assez rapidement. Et en fait, je voulais poser une structure et avoir commencer à travailler sur la vision et la stratégie de l'association. Et en fait, à ce moment-là, en tous les cas, voilà, j'étais dans cette dynamique-là. Et est venue se poser la question du financier aussi, parce que cette activité ne me permettait pas de vivre, que j'avais des droits au chômage, mais qui étaient assez limités. Et alors, ça me permettait de remplir mes besoins essentiels, mais que je sentais que c'était plus suffisant. Et donc, ma question, c'était de me dire, est-ce que je reprends une activité salariée ou pas? Et en fait, j'étais sur ces deux questionnements aussi. Donc, ça rejoint finalement un petit peu, toi, ta situation où il y avait cette activité passion-là, associative, et la question financière qui se posait à ce moment-là. Je vais rajouter par rapport à nos deux situations qui se rejoignent, et je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de personnes qui ont des métiers de passion, qui sont auto-entrepreneurs, qui font face à des difficultés financières, en fait. Et je me dis, je pense que c'est pas forcément facile quand tu démarres une activité pour laisser le côté financier et te dire, OK, dans tous les cas, c'est ça que je veux faire et je vais me donner les moyens pour, peu importe si je gagne pas assez, en fait. Le problème, c'est qu'on est dans une société où on a besoin d'avoir de l'argent pour subvenir à nos besoins, quoi. Et qu'on peut pas, on peut pas complètement occulter ce truc-là. Et c'est pas Ouais. ça. Ouais, c'était pas le cas. Et en fait, je rebondis sur ce que tu dis. Et effectivement, à ce moment-là, moi, je m'étais fait cette réflexion justement de est-ce que je m'engage dans le développement une activité passion, et etc. Au moment où je l'ai fait, donc l'année précédente, mon voyage en Espagne, j'avais encore suffisamment de droits. Et là, effectivement, dans mon contexte, j'arrivais à la fin de mes droits. Donc, donc je rajoute cet élément. Effectivement, il y avait cette urgence de me dire, bah, OK, là, il me restait, je sais plus, 3 ou 4 mois, ouais, à peu près. Et effectivement, il y avait cette échéance et cette urgence financière qui commençait à poindre son nez. Ouais, mais pareil que toi, en fait, moi, il y a eu un déclic à ce niveau-là parce que du coup, ma situation financière a changé du fait que mes heures ont été réduites dans la clinique. Donc, je ne pouvais pas. En fait, il y avait une situation d'urgence aussi, et du coup, bah, l'amygdale a été direct en mode alerte. Et donc, il faut prendre une décision rapidement. Et en même temps, je suis en incapacité de prendre cette décision-là parce que je ne sais plus quoi faire, quoi. En fait. Ouais, Ouais. je pense que c'est ça aussi qui déclenche finalement cet état d'âme éteinte, finalement aussi. Ouais, qui y participe. C'est ça. Tawas, est-ce que tu te souviens de ce moment où tu as senti des émotions désagréables et que ton quotidien commençait à être difficile à vivre?
Ouais, alors comme tu le disais tout à l'heure, et ça rejoint un peu le nom qu'on a donné, nous, à la dépression, l'âme éteinte et ce processus d'extinction. En fait, ça s'est fait un peu petit à petit et insidieusement. Il n'y a pas un moment précis, mais ça a commencé à s'installer petit à petit. Et en fait, alors, ce que j'ai ressenti, parce que j'ai ressenti plusieurs choses, je commençais à ressentir un peu de la démotivation euh, parce que j'avais la sensation, en tous les cas, que ce que je voulais construire pour l'association, c'était énorme. Et à ce moment-là, j'étais seule à structurer. Et du coup, j'avais l'impression que le sommet pour y arriver et la pente, en tous les cas, elle était trop pentue, que la montagne que j'avais à gravir, elle était trop pentue dans le temps imparti, là, dans ce délai que j'avais pour pouvoir dégager des revenus. Donc, j'avais l'impression que l'ascension allait être trop importante. Et du coup, j'avais la sensation d'être débordée, d'avoir trop de choses à faire et à porter toute seule vis-à-vis de ça. Et donc, voilà, il y avait ça. Il y avait aussi, alors petit à petit, donc ça, je crois que c'était effectivement les premiers effets, les premières émotions. Et puis après, parce qu'il y avait cette impression de trop, j'ai commencé à ressentir aussi moins d'engouement, moins de motivation, la perte de cet élan, la perte de cette énergie, l'énergie du yang, là, qui a envie d'avancer, cette énergie masculine un petit peu qui nous pousse et donc, je commençais voilà, à plus ressentir cet élan d'action euh, et, et, euh, et puis un petit peu l'impression, comment dire, de perdre du sens à, à la mission originelle de l'association. Donc, s'en venait la difficulté à agir et du coup de mettre plus de temps à mettre en place des actions, à repousser un petit peu, à commencer à procrastiner, etc. Et puis, il y avait vraiment cette sensation de, comme tu disais tout à l'heure, là, quand l'amygdale il se réveille, cette peur, un début d'anxiété vis-à-vis du côté financier, alors que jusqu'à présent, j'avais réussi à m'en détacher. Et là, j'avais un petit peu cette pression de plus en plus. Et puis, étant pas seule, comme j'ai une petite fille, etc., il y avait aussi ce truc de me dire, bah voilà, mon mari, il me soutient depuis quelques temps, plusieurs mois, et en fait, là, je peux pas continuer à lui faire vivre un petit peu notre situation financière où on peut pas se permettre de faire tout ce qu'on a envie de faire en famille, etc. Donc, il y avait cette pression financière qui était plus. Et puis après, alors ça, c'est pas trop des sensations, mais enfin des émotions. Mais en tous les cas, je voyais que je commençais à me replier et à m'éloigner de mon entourage personnel, professionnel. Donc, je commençais à prendre de la distance un petit peu puisque j'avais plus cet engouement, cette énergie, etc. Donc, petit à petit, je commençais à me replier. Donc, ça, c'était à peu près ouais, les gros symptômes émotionnels et réactionnels que j'ai commencé à ressentir. D'accord. Ouais, je te rejoins. Parce que toi, comment ça s'est traduit du coup pour toi? Bah, pareil que toi, il y a eu ce sentiment d'anxiété. Pour les personnes qui sont anxieuses, elles le ressentent. En tout cas, je sais pas, ça dépend des Mm. personnes. Mais en tout cas, moi, je sais que je le ressens au niveau du cœur, qu'il est très serré, en fait. Et là, c'était le cas. Comme s'il était oppressé et que, genre, j'arrivais pas à respirer convenablement. Et en plus, je le sentais parce que quand je prenais vraiment de grandes respirations pour essayer de, voilà, me détendre, en fait, je sentais que ça craquait au niveau de mon dos Mm. à chaque fois. Ok. Et en fait, je me disais, mais il y a un problème, quoi. Il y a un problème, il y a un problème. Je focalisais sur ça. Puis, j'avais des terreurs nocturnes. Donc, quand je devais travailler à la clinique le lendemain, la veille, en fait, je me réveillais dans la nuit en panique, en sueur, en me disant, oh pétard, il faut que j'aille travailler demain, il faut que j'assure, etc., etc. Et c'était vraiment, c'était devenu vraiment genre une angoisse, en fait, d'aller Mm. travailler. Et petit à petit, en fait, ça a été, alors surtout au moment où j'ai vraiment quitté la clinique et donc j'avais plus raison de bouger finalement de la maison, Mhm. j'avais plus envie de rien faire. Mais vraiment, ça m'est jamais arrivé en fait vraiment
ni de l'envie, ni de me motiver à faire des choses. Bref, j'avais plus envie de rien faire, alors que je suis une personne qui est active, passionnée de base, et qui est toujours en mouvement. En tout cas, j'ai besoin en fait de bouger beaucoup dans la journée, de faire des choses, etc. Il n'y avait plus rien en fait, et donc il y avait ça plus une perte d'émotion totale en fait. Donc à part ce sentiment d'anxiété qui était très présent, on m'a diagnostiqué avec un trouble anxio-dépressif par rapport à ce que je vivais. Et clairement, en fait, c'était ça, parce que à part ce sentiment-là, je ressentais rien. Même, je pouvais. Pourtant, je suis quelqu'un, encore une fois, qui vit les émotions de façon très vive, pour que ça soit. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Quand je suis triste, je suis très triste. Mais mes émotions, je les vis intensément, mais ça, c'est pas dans la durée. C'est-à-dire que je m'autorise à vivre ces émotions-là. Et là, c'est comme si, en fait, j'avais tout emmagasiné et que mon cerveau, il avait appuyé sur un bouton off. Et là, il passait plus rien, en fait. Et donc, je me testais, en fait, en écoutant de la musique, du coup, en me disant, bah, cette musique, d'habitude, elle me fait pleurer, ou cette musique, elle me met trop bien. Et bien là, il se passait rien. Pareil, j'écoutais je regardais des vidéos qui, d'habitude, me font rire, il se passait rien. Et donc, j'étais dans cet engrenage-là, et je me demandais, mais pourquoi ça arrive? Pourquoi? Et donc, j'en parlais à mon conjoint aussi à ce moment-là, et mon conjoint me dit, arrête de focaliser sur ça. Plus tu vas focaliser sur ça, et plus ça va te mettre dans ce cercle vicieux-là. J'arrivais pas à en sortir, en fait, parce que ça me préoccupait. Je comprenais pas ce qui m'arrivait et ça me préoccupait. Et comme toi, plus ça allait et moins je voyais des gens, parce que j'avais l'impression d'être fausse en présence des autres, de plus être moi, et du coup, de pas être authentique, et donc de faire semblant s'il fallait sourire, j'allais sourire. S'il fallait être triste, j'allais essayer d'avoir un sentiment de tristesse sur mon visage. Mais je me sentais pas à ma place. En plus, j'avais plus rien à raconter parce que du coup, je faisais plus rien. Je me sentais inutile. Et tout le monde me disait, mais tu n'as pas besoin d'être utile. On est avec toi parce qu'on a envie d'être avec toi, même si tu parles pas. Mais sauf que moi, j'ai besoin, c'est dans mon caractère, de me sentir utile. Et là, ben, c'était pas le cas. Et donc, je préférais être toute seule. Donc, c'est un cercle vicieux. Plus tu restes seule, moins tu as envie de voir des gens. Et après, et plus tu rumines, et plus tu rumines, et plus tu as les pensées négatives, etc., etc. Et c'est un engrenage finalement, tu vois. Et pour en sortir, c'est de plus en plus dur, parce que moins tu vois de gens, plus c'est dur de revenir à la sociabilité finalement. Donc, voilà. Et je rebondis du coup par rapport à ce que tu disais, parce que ça fait écho aussi avec pas ma personnalité, mais en tous les cas, ouais, aussi ma personnalité. Je pense que toutes les deux, on est des personnes qui sont généralement très enjouées, avec cette envie de sociabilité. Et en fait, comme toi, moi aussi, je perdais cette joie avec les autres, avec moi-même. Et aussi, comme toi, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais cette perte d'émotion, tu en as parlé tout à l'heure, que toi, tu es très empathique. Moi, à la différence de toi, je ne vis pas les émotions pleinement. J'ai beaucoup appris à intérioriser. Donc, j'apprends à vivre mes émotions plus pleinement maintenant. Mais en tous les cas, moi, ce que je sentais, c'est effectivement ce côté empathique que j'ai habituellement. Et ben, je l'avais plus. C'est pas que je l'avais plus parce qu'il est toujours présent, mais en tous les cas, je ressentais pas des émotions de tristesse ou de compassion. Et comme toi, j'avais l'impression d'être fausse, parce que ben, j'étais là en réception du message qu'on pouvait me donner, avec une tristesse du factuel, mais je le ressentais plus. Et effectivement, moi aussi, c'est pour ça que, en tous les cas, ça a participé à ça, à cette question de repli, parce que j'avais la sensation d'être à côté de moi, de plus être moi, et cette sensation un peu d'être un fantôme de moi. Donc, ouais. Donc, je rejoins cette sensation-là aussi. Ouais, je rajoute que personnellement, et je pense que du coup, par rapport à ce que tu dis aussi, d'être le fantôme de toi, bah en fait, c'est clairement ça. En fait, c'est la maladie qui prend le dessus, et en fait, c'est plus toi. Et c'est ça qui est hyper compliqué, parce que déjà, c'est pas visible.
Mm. En plus de ça, tu sais pas comment c'est possible de plus être toi. Très, très bizarre à vivre, quoi. Je pense que Mhm. tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir ce que la personne elle ressent. Et de toute façon, pour toutes les maladies ou pour toutes les difficultés que chacun rencontre, c'est ça. C'est que tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas savoir ce que c'est. Mm. Tout à fait. Et pour rejoindre la partie émotionnelle, en parallèle, ton discours intérieur, c'était qu'est-ce que tu te disais en fait? C'était quoi tes pensées? Comment tu te parlais à toi-même? Qu'est-ce qui se passait ouais, dans ta tête? Bah, je me posais la question, comment ça se fait? Pourquoi j'ai plus d'émotions? Pourquoi l'anxiété, elle est omniprésente? Comment faire pour retrouver une stabilité émotionnelle? À quoi je sers? Hmm. Quel est l'intérêt de vivre? Au bout d'un moment, ben, je savais plus à quoi je servais. À quoi ça sert d'être là si tu n'as plus d'émotions? Je pense qu'il y a des personnes qui sont plus dans la raison et d'autres qui sont plus dans l'émotion. Et moi, j'en fais partie. Et du coup, je me disais, mais quel est l'intérêt d'être là? Si je peux plus interagir avec les autres, si je peux plus vivre les émotions de façon décuplée, parce que ça fait partie de moi. Et j'avais un discours personnel, du coup, qui a été dévalorisant. Donc, je mérite pas de vivre, je suis moins que rien, je n'apprécie plus rien de la vie, parce que de base, ben voilà, comment on dit? T'es une Euh, croqueuse de la vie. ouais, je suis curieuse de la vie, mais du coup, Un il y a un croqueuse! terme. De quoi? Non, je voulais dire Ça y est, j'ai trouvé. croqueuse de la vie. Je m'émerveille de rien Ok. parce que je vais voir un coucher de soleil, je vais voir une fleur, je vais ah c'est trop beau, ah c'est trop mignon, machin et tout ça et voilà c'est moi quoi et là en fait il y avait plus rien qui me donnait envie d'être là donc il y avait aussi un gros point c'est que depuis des années je travaille sur moi donc aussi bien avec des thérapeutes, mais aussi avec des lectures, des recherches, enfin voilà, en écoutant des podcasts, etc. Et je me nourris en fait de ce que les autres peuvent m'apporter à travers tout ça, tu vois. Et c'est vrai que bah, je me considère comme une personne ou un être spirituel, en fait, parce que du coup, pour moi, on est des âmes incarnées sur Terre, des âmes terrestres, mais en fait, c'est juste une expérience qu'on vit sur la Terre. Hmm. Et là, si tu veux, j'avais plus aucun lien avec la spiritualité. Et de base, je fais du yoga, je médite, et là, je n'arrivais plus à méditer parce que à chaque fois que j'essayais de méditer, finalement, il y avait ces pensées-là en mode, mais ça sert à rien ce que tu fais, de toute façon, l'anxiété elle va pas partir, etc., etc. C'était en boucle, donc c'était mort. Hmm. La spiritualité, ça me dégoûtait et il y avait un sentiment de culpabilité à travers ça parce que en tout cas moi, ce que j'en avais perçu du développement personnel, c'était que c'est pas forcément de la spiritualité, le développement personnel, mais je fais un Hmm. parallèle parce que je me suis aussi nourrie de ça. Et dans le développement personnel, on dit que tu émanes ce que tu vibres. Hmm. Et moi, je vibrais que de la négativité. Donc forcément, je pouvais attirer que de la négativité. Et donc, Hmm. c'était source encore plus d'anxiété. Parce qu'à Hmm. chaque fois qu'il y avait le moindre petit truc qui pouvait me générer de l'anxiété, ça pouvait être faire mon actualisation mensuelle sur Pôle emploi. À l'époque, c'était Pôle emploi et pas encore France Travail. Et ben, c'était genre la bérésina. Alors que Hmm. c'est très simple à faire. Si tu veux, je me comparais. Tu vois, on a ce truc-là d'humain à toujours se comparer les uns aux autres. Mais là, je me comparais de moi avant à moi maintenant. Ouais. Et moi, avant, bah, j'étais hyper rapide pour faire ce genre de truc-là. Ça prenait 2 minutes et voilà. Et bien là, ça prenait 2 heures. Hmm. 2 heures, Hmm. alors que c'est des trucs que je savais faire. Mais mon cerveau était tellement au ralenti. Et mon chéri, à chaque fois, il me disait, mais écoute, en fait, ce que tu faisais avant, tu faisais avant. Là, ça n'existe plus. Là, ce que tu fais maintenant, sois heureuse de ce que tu fais maintenant, tu arrives à le faire, tu prends le temps que tu as besoin de prendre et c'est tout. Hmm. Mais dans cet état-là, comme il y a des parties éteintes de ton cerveau, tu n'arrives pas à raisonner normalement. Et du coup, Hmm. mais t'es qu'une merde, mais tu prends ça, tu prends ton temps pour faire ça, etc., etc. Enfin, voilà. Et toi, ça s'est traduit comment? Quel a été ton discours intérieur? Ben, en fait, alors,
déjà, je voulais juste revenir sur des choses que tu as évoquées, et notamment, alors ça m'a fait des frissons quand tu as parlé d'âmes spirituelles venues s'incarner sur Terre, qu'on était en expérience, et qu'à ce moment-là, en fait, enfin, ton âme, elle s'était éteinte, et que finalement, bah, tu es passé comment dire, dans la phase enfin, l'anxiété a pris le dessus, etc. Et finalement, je me dis, bah, parce que tu n'étais plus en équilibre. Donc, et je partage moi aussi la vision que tu as sur notre existence. Et à ce moment-là, quand l'âme n'est plus existante, eh ben, il n'y a que la partie matérielle et mentale qui est présente. Et en fait, c'est dysfonctionnel pour les êtres qu'on est. Donc, ça vient faire écho avec cette vision qu'on a de la spiritualité et de notre incarnation. Et il y avait autre chose que tu avais dit par rapport au fait, oui, de se comparer par rapport au soi d'avant et au soi de maintenant, et que tu n'étais plus en mesure de faire les mêmes actions de la même manière, aussi rapidement, etc. Et encore une fois, parce que à ce moment-là, comme tu dis, l'anxiété, elle prend tellement le dessus que biologiquement, bah, le corps, il est plus capable de fonctionner normalement. Donc voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Donc pour moi, mon discours, c'était, bah, ça rejoint des choses que tu as évoquées, pourquoi tu n'avances pas, pourquoi tu n'agis pas, parce que je suis aussi habituellement bah, beaucoup dans l'action, et j'aime avancer et réaliser des choses. Donc là, c'était, bah, voilà, pourquoi tu ne le fais pas. À ce moment-là, moi, je continuais d'exercer, donc je continuais à animer des ateliers. Et c'était pourquoi tu as du mal à animer tes ateliers? D'habitude, c'est aussi fluide, tu connais très bien tes sujets, et pourquoi là, c'est si difficile? Pourquoi tu n'as pas cette envie? Pourquoi tu n'es plus aussi déterminé? Et comment ça se fait que ton envie d'accompagner les jeunes, parce qu'à ce moment-là, c'était mon public cible, tu n'as plus envie? Enfin, des phrases en fait très culpabilisantes. J'avais aussi, par rapport au fait de ne pas pouvoir structurer l'association, de me dire, ah ben, en fait, tu n'es pas à la hauteur de ton ambition, tu n'as pas les compétences. En fait, tu penses que tu prétends les avoir, mais tu les as pas du tout. Tu n'as rien à apporter aux autres. Regarde dans quel état tu es. Et puis, donc voilà, beaucoup de pensées dévalorisantes. Et après, il y avait aussi un grand questionnement sur mon chemin de vie, ma mission de vie. J'avais l'impression, parce que j'avais plus cet engouement pour les ateliers, et parce que je les animais plus aussi fluidement qu'il fut un temps, et ben que je m'étais peut-être trompée de chemin, et que finalement j'étais pas faite pour ça. Donc j'avais beaucoup cette question là mais est-ce que tu as fait le bon choix? Parce que l'activité que j'avais actuellement, c'était aussi une reconversion professionnelle comme toi. Et donc je me suis dit, bah en fait, tu t'es encore trompée de chemin, et c'est pas ton chemin, et c'est pas là où tu dois être, puisque tu n'es pas capable de le faire, et tu n'as peut-être rien à apporter, quoi. Et aussi le sentiment d'inutilité, comme tu as dit tout à l'heure, d'être inutile, d'être là, mais inutile aux autres, à ma famille, etc. Donc, des pensées très, très culpabilisantes. Ouais. Et je rebondis sur ce que tu as dit, parce que tu as dit une phrase que j'ai notée. Tu n'es pas à la hauteur de tes ambitions. Et ça, c'est aussi parce qu'on est des tempéraments, tous les deux, du coup, à avoir en fait un trait de personnalité, si tu veux, qui est basé sur le travail, en fait. Parce que le travail fait vraiment partie intégrante de qui on est, et on a besoin de faire quelque chose qui est épanouissant aussi dans notre travail pour se sentir équilibré. Il y a des gens où ça va être plus avoir une famille, construire, voilà, ce sera plus autour de la vie sentimentale, familiale, etc. Et nous, c'est vraiment le cœur de qui on est, je pense, en tout cas, que c'est basé aussi sur le travail. Il nous faut le reste, mais le travail est super important aussi parce que c'est des métiers passion pour nous. Et en fait, du coup, on a une forte ambition aussi par rapport à ça. Et donc là, en fait, en tout cas, enfin, je dis nous, mais en tout cas, moi, c'était le cas, que je me disais, bah,
non, je suis pas à la hauteur effectivement de mes ambitions et je suis clairement pas faite pour ça en fait. Et en fait, je me suis trompée de route. Et quand tu prends le recul, du coup, de manière raisonnée, tu te dis, en fait, c'est pas grave. Enfin, ça t'apprend. Parce que tu fais un métier, mais maintenant, on n'est plus, c'est plus comme avant où on faisait le même métier toute notre vie, quoi. Donc, si on s'est trompé, c'est pas grave. C'est une expérience qui te fera rebondir sur d'autres choses et ça te permettra, enfin, cette expérience-là, elle va te servir de guide ou tu vas en avoir besoin pour tes prochaines expériences professionnelles. Mais là, en fait, moi, je me disais, tu t'es trompé de chemin et c'est trop la mort. Et je pense que pour les personnes qui nous écoutent, il y a un problème sociétal, tu vois. Et j'avais écouté récemment, là, j'ai écouté une interview de Hugo Décrypte mené par Hugo Décrypte et qui a interrogé Kian, qui est le personnage de Bref, Kian Kojandi. Tout le monde est un loser avant d'avoir gagné. J'ai l'impression que dans notre société, on nous nourrit pas mal de pression. On est beaucoup dans l'injection, dans il faut trouver un métier à 18 ans, il faut trouver un cursus scolaire, il faut intégrer une école, il faut. La société donne déjà pas mal de pression. On est dans une société où on glorifie le succès, on glorifie moins le chemin. Je pense que c'est une erreur de positionnement. La phrase, parce qu'il y a une phrase en fait dans Bref 2 qui a été reprise par plusieurs personnes et qui a fait le buzz, en fait, c'est il avait besoin de s'asseoir 30 secondes et est resté assis 20 ans. Et ça révèle peut-être quelque chose de j'ai peur de passer à côté de ma vie. Et en fait, je pense que c'est aussi un phénomène sociétal parce que je ne sais pas si dans d'autres cultures et dans d'autres pays, il y a autant de dépression que dans notre pays en France. Je ne sais pas. En tous les cas, moi, je rejoins ton propos par rapport à l'Occident. Effectivement, je pense qu'il y a ce côté où on met de côté la partie spirituelle et âme et qu'on est beaucoup dans la partie matérielle. Donc en fait, il y a ce déséquilibre. Donc on est fait des deux. Comme tu le disais, on est venu expérimenter la vie humaine, donc la vie matérielle, sauf qu'on est aussi des âmes et on a aussi une partie spirituelle. Donc, je pense que quand on ne vient pas nourrir ça et et effectivement, en Occident, il y a, enfin, selon les pays, mais la partie spirituelle qui est moins présente, enfin, selon les familles, etc., mais en tous les cas, globalement. Et du coup, on déséquilibre notre incarnation et effectivement, on va être beaucoup dans l'action, beaucoup dans le faire et que si on n'est pas productif, si on n'y arrive pas maintenant, si on n'y arrive pas tout de suite à la seconde, c'est qu'on s'est trompé, c'est qu'on n'est pas assez bien, c'est parce que voilà, on n'a pas suffisamment, qu'on n'est pas assez en fait, qu'on n'est pas assez de quelque chose. C'est ça. Et on se focalise plus sur le faire que sur l'être finalement. Exactement, ouais. Quand tu as senti qu'il y avait quelque chose de plus profond dans ton état d'être, qu'est-ce que tu as fait? En fait, quand j'ai commencé à sentir que ça s'installait, là, ces paroles dévalorisantes, ces émotions, etc., moi, je l'avais déjà vécu auparavant, cette expérience-là. Et en fait, je me suis dit, je ne vais pas reproduire ce que j'ai fait avant. Donc, la première fois, j'avais été dans le déni. Mais je pense que, comme tu le disais, parce que toi, c'était la première fois, je comprenais pas ce qui se passait, donc j'étais enfin moi en plus je suis d'un tempérament à mettre de côté, enfin pas d'un tempérament mais d'une construction plutôt, d'une construction à mettre de côté mes émotions et donc je continuais à être dans l'action malgré tout. Donc là je me suis dit non, je vais pas faire comme avant, je vais pas mettre ça de côté, je vais le regarder et je vais agir. Et en même temps, il y avait une partie de moi qui me disait n'agis pas trop vite. Donc, en tous les cas, j'ai demandé de l'aide à un coach pour travailler sur l'organisation parce que moi, c'était le premier point qui m'a submergée, c'était d'avoir l'impression d'être débordée. Donc, j'ai travaillé avec un coach là-dessus et en fait, j'ai fait que quelques séances et j'ai arrêté parce que j'avais plus les moyens financiers. Donc, et puis, j'ai senti que finalement, l'organisation, c'était que la face visible de l'iceberg et qu'en fait, il y avait quelque chose de plus profond.
Et je pense que c'est avec aussi les échanges que j'ai eus avec lui. Et je le remercie, Thomas, de m'avoir accompagné sur ces quelques séances. Et il m'avait aussi évoqué la partie financière que je mettais aussi de côté parce que comme j'avais réussi l'année précédente à travailler là-dessus, je m'étais dit non, mais ça, c'est pas grave, je vais trouver des solutions, etc. Il m'a dit, bah, peut-être qu'il y a cette anxiété financière et peut-être qu'il y a quelque chose à aller explorer vers ça. Donc, il avait mis ça en lumière. Et puis après, j'ai laissé et je me suis dit, je vais m'occuper toute seule. Je vais essayer de résoudre. Donc j'ai aussi, voilà, je me suis dit, donc j'ai mis en pause et puis je me suis dit, je vais trouver moi mes solutions. Donc je faisais de la méditation, je marchais, je continuais à écouter mes podcasts. Et puis, je continuais à être dans l'action. Je savais que, enfin, en tous les cas, je voulais pas passer dans l'immobilisme complet. Je continuais à animer, même si c'était inconfortable, désagréable. Je savais que c'était passager. Donc, j'étais pas inquiète. En tous les cas, voilà, il y avait ce truc de, je suis pas inquiète de ce qui va se passer. Je connais. Ok, je revis. Je pensais pas que j'allais le revivre, mais je le retraverse. Et là, on va faire différemment. Donc voilà, j'ai entrepris des actions seule. J'échangeais beaucoup et j'échange quotidiennement avec ma sœur, ma grande sœur. Et à ce moment-là, c'était un soutien indéfectible, mais qui a toujours été un soutien plus plus. Et effectivement, ces échanges-là, ça me permettait de regarder autrement ce que je percevais, etc. Donc, elle me coachait finalement. Donc, grâce à elle aussi, voilà, comme si je voyais les processus qui étaient en marche. J'ai vu aussi, j'ai consulté un éthiopathe. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un éthiopathe? Ouais, alors c'est une pratique thérapeutique non conventionnelle qui se rapproche un petit peu de l'ostéopathie, de la chiropratie, enfin ouais, de la chiropratie. Et en fait, il travaille aussi sur l'aspect émotionnel. Donc, il vient chercher un petit peu à travers les ressentis du corps, ce qui a pu s'ancrer, etc. Et il vient travailler sur l'aspect physique en même temps. Donc, j'ai fait quelques séances avec un éthiopathe et ça m'a aussi permis de voir des choses. J'ai consulté un énergéticien, une numérologue qui m'a validé mon chemin de vie. L'énergéticien aussi, parce qu'il il était énergéticien et médium. Donc, il m'a aussi confirmé ce chemin-là. Donc, voilà, j'ai consulté différents praticiens. Et puis après, donc, moi, ça a quand même duré dans le temps. Et un an après, donc, ouais, un an après, j'ai consulté une kinésiologue, et donc Laetitia, qui m'a beaucoup aidé. Et je pense que c'était le bon moment aussi où je l'ai consulté parce qu'il y avait aussi un processus qui s'était fait moi. Et en fait, bah voilà, avec son accompagnement, et ben voilà, ça s'est débloqué au fur et à mesure. Donc ça a mis finalement, moi, ça s'est fait progressivement. J'ai pas eu dans cette étape-là dépressive d'idées noires, chose que j'avais pu avoir la première fois dans ma première dépression, enfin dans cette extinction de l'âme. Là, ça n'a pas été aussi profond, mais en tous les cas, je me suis quand même, la profondeur que j'ai vue là dans cette expérience, c'est que je me suis beaucoup repliée sur moi-même. Je me suis beaucoup déconnectée des personnes et jusqu'à un moment avoir la sensation d'avoir des difficultés à pouvoir, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, plus tu t'éloignes, plus c'est difficile de revenir en contact. Et là, moi, c'était difficile d'avoir des conversations juste basiques du quotidien, difficulté à m'exprimer, etc. Donc là, moi, voilà, c'était c'est pour ça que ça a duré longtemps, mais en tous les cas, cet aspect relationnel s'est mis petit à petit en marche, mais ça a été plus long à le remettre en marche. Est-ce que le fait de trouver les solutions seule, c'est parce que tu as été éduquée de cette manière-là et que pendant ton enfance, en fait, quand tu avais des problèmes, tu étais amenée à les résoudre toute seule, qui a fait que à ce moment-là aussi, tu voulais trouver des solutions par toi-même, ou c'est parce que tu avais déjà vécu cette phase-là, cet état d'être-là, qui a fait que tu savais qu'il ne fallait pas que tu restes dans l'immobilisme, il fallait que tu trouves peut-être des moyens par toi-même, finalement, de vivre ce que tu avais à vivre à ce moment-là. Ouais, bah, c'est des deux.
Tout à D'accord. fait. En fait, il y avait ce côté, je veux trouver seule parce que j'ai déjà traversé ça. Donc, je vais aller me trouver mes solutions. Et à la différence de la première fois, je voulais pas reprendre tout de suite, vite, 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 une activité, etc. Donc, quand il y a eu cette pression financière, je me suis pas dit vite, vite, je vais reprendre un travail, chose que j'aurais faite avant, Mm. parce qu'il y avait cette pression. Là, je me suis dit non, je vais pas reprendre tout de suite un travail parce que finalement, je pense que mon âme, elle était encore expressive, elle Mm. s'exprimait encore. Elle disait, t'inquiète pas, tu vas trouver des solutions et tu t'es pas trompé de voie. Ouais. Donc, je m'étais dit, non, je vais aller chercher des solutions, donc méditation, marche, etc. Et aussi parce qu'il y avait l'aspect financier, d'aller voir un professionnel, c'est coûteux, et qu'à ce moment-là, j'ai limité au maximum mes dépenses. Et, mais, enfin, c'est pas mais, c'est et en même temps, je pense que j'aurais pu voir d'autres professionnels juste après les séances que j'avais fait avec Thomas, commencer à voir d'autres praticiens, psychologues, médecine non conventionnelle, enfin d'autres voilà, approches thérapeutiques, effectivement plus tôt que ce que j'ai fait. En fait, j'ai parsemé d'accompagnement entre voilà, accompagnement thérapeutique et accompagnement solo et avec ma sœur aussi et puis avec toi aussi parce que on a fait des séances d'art-thérapie ensemble. Mm. Donc en fait, je prenais un peu de tout ça. Et je crois que c'était le temps qu'il me fallait. Là, c'était pas coûte que coûte, je vais réussir toute seule parce que j'avais conscience que je ne pourrais pas le faire toute seule. Mais effectivement, il y a aussi un petit peu ce côté-là de ma personnalité qui ressortait. Je pense que c'était un peu des deux. D'accord. Ok. Ouais. Et tu as dit aussi une difficulté à t'exprimer. Moi aussi, ça a été super présent. Euh, Mm, du coup, plus les phrases fluides, plus quand je rédigeais un SMS et pour avoir des discussions faciles, c'était mm, très compliqué pour moi parce que il y avait ma famille qui était très présente et qui me demandait des nouvelles régulièrement. Et des fois, alors que ce soit au téléphone ou par SMS, je mettais 1 heure pour rédiger un SMS, quoi. mm, Parce que je savais pas quoi dire sur mon état. Non, ça va pas, mais je savais pas pourquoi. Et du coup, mm, tout le monde me disait, essaye de faire un petit truc même aujourd'hui, même si c'est pas grand-chose, juste un petit truc, juste pour être fier de toi. C'est un petit pas après l'autre. Mais à chaque fois, je me disais, franchement, j'ai rien envie de faire. Je vais pas me forcer. J'ai rien envie mm, de faire. Je suis à l'arrêt. C'est comme ça. Tant pis. mm. Mais Et, ouais, et du coup, toi, qu'est-ce que tu as fait alors? Qu'est-ce que tu as entrepris à ce moment-là? ben, en fait, je passais le plus clair de ma journée à scroller sur mon téléphone et Mm, à voir les personnes qui sont stressées savent que quand tu es dans un état d'anxiété aussi, tu as tendance à bouger beaucoup les jambes, tu sais, comme mm, c'est plus fort que toi, en fait, tu le fais. mm, Et du coup, j'étais comme ça, sur mon téléphone, à bouger mes jambes toute la journée. Donc, je mangeais pas, je buvais très peu, mais j'avais des choses à faire en plus dans la maison. Il y avait plein de choses à faire, tu vois. Mais j'étais incapable, en fait, de les faire. Et donc, c'était très compliqué aussi pour mon chéri parce qu'il m'avait jamais vu dans cet état-là. Il y avait que ma famille avec qui je parlais et mon chéri. C'est tout. mm, Après, le reste des personnes, les amis, tout ça, j'ai tout laissé en suspens. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui s'inquiétaient en final de mon état. Je réponds normalement facilement aux messages et là, c'était pas du tout le cas. Parenthèse aussi, il y a mon chéri qui me parlait pendant des heures, tu vois, pour me dire, écoute, il faut que tu te mettes en action, en fait, parce que je sais que, enfin, je peux pas vivre dans l'état dans lequel tu es, mais par contre, euh, c'est pas en ne faisant rien qu'il va se passer quelque chose. Il y a ce truc-là où tu es dans un tunnel où tu es incapable de faire quoi que ce soit, tu es dans l'inaction au possible. Et quand il s'agit de faire quelque chose, genre, il y a une grosse anxiété qui arrive, tu vois, et où ça te demande trop d'efforts. Donc, finalement, tu préfères laisser tomber et rien faire. Mais en fait, c'est cet engrenage-là qui continue. Enfin, autant toi, tu disais que tu n'étais pas dans cet immobilisme-là parce que tu avais déjà vécu ça et que tu savais qu'il fallait que tu sois dans l'action. Autant moi, je ne l'avais pas vécu et du coup, mm, je me forçais pas, en fait. Je me disais, bah, c'est comme ça. Et après, bah, il y a eu la mise en place aussi d'un suivi psychiatrique, hein. Donc, je suis allée consulter un psychiatre. J'ai été médicamentée parce que mhm, moi, j'étais contre parce que je voulais pas qu'il y ait. Bah, je suis pas une pro médicaments. Donc, mm, voilà. Mais le truc, c'est que c'était nécessaire là parce que mm.
déjà avec les idées noires, etc., c'était plus possible en fait, et j'avais plus de solution moi-même, donc il fallait que je fasse quelque chose pour, euh, pour essayer d'aller mieux. Et j'ai été aussi suivie du coup avec mon parcours psy par une psychologue agréée, parce que pareil, j'étais en difficulté financière comme toi, et heureusement qu'il y a eu comment on dit? Ce dispositif. Ouais, merci. Ce Mm. dispositif qui a été mis en place du coup par l'État pour me permettre du coup d'avoir le remboursement des séances, etc. Et donc c'est vrai que bah, c'est à ce moment-là où j'ai trouvé ma psychologue qui me suit aussi encore actuellement, qui est aussi ma superviseuse en art-thérapie, et en fait qui m'a permis aussi de voilà de décharger en fait. Je passais mes séances à pleurer, à être dans la culpabilisation totale et la dévalorisation. Et, euh, et j'avais l'impression de pas avancer, etc. Mais en fait, si, ça me permettait de décharger avec une personne extérieure qui n'était pas ma famille, qui n'était pas mes amis, et qui avait un regard différent en fait sur ce que je vivais, et qui était dans l'écoute et la bienveillance en fait. Et donc ça m'a aidé aussi. Et en fait, c'est tous ces trucs là qui m'ont permis d'avancer. Et et en fait, je me suis rendu compte aussi au fil de mon suivi psychiatrique, psychologique. Et comme toi, j'ai mis en place aussi bah, le suivi kinésio. Mais quand ça a commencé, là, pour le coup, ça a commencé à aller mieux, en fait. Et la kinésio, franchement, j'ai cette pratique-là. Je suis trop contente d'avoir trouvé. Kinésio, c'est la kinésiologie. C'est, bah, du coup, je fais un petit coucou à Laetitia Rivière, et voilà, qui est une super thérapeute parce que elle m'a permis personnellement de m'aider à cheminer, rendre compte des émotions en fait qui étaient encore présentes depuis des années alors que je pensais à les avoir transcendées. Donc en fait, je me suis rendu compte donc avec tous ces suivis-là que plus on va chercher le pourquoi, moins on va trouver de réponses. Ben, je voulais rebondir par rapport à ce que tu as partagé sur enfin, deux choses. Alors déjà, juste un petit focus rapide sur kinésiologie pour ceux qui connaissent pas cette pratique. Je vais l'expliquer en mes termes parce que je ne suis pas praticienne. Mais en tous les cas, hein? Mais c'est très bien. Oui. C'est une pratique en fait une pratique psychocorporelle où on va chercher à identifier dans le corps la mémoire des émotions qui auraient été bloquées ou des traumatismes qu'on a pu vivre, pardon, et qui se sont ancrés dans le corps. Et en fait, c'est libérer ces émotions-là et ces traumas par différentes méthodes. Donc, il y a vraiment une écoute émotionnelle et puis après l'échange avec le thérapeute et selon la pratique du professionnel, mais ça peut être de la PNL, ça peut être travailler sur les constellations familiales, sur plusieurs choses. Mais en tous les cas, voilà, on vient libérer les émotions et les traumas qui se sont inscrits dans le corps. Et après, donc petit aparté fait, tu partageais sur le fait que ton chéri t'accompagnait, il était présent avec toi tous les jours, donc cette présence, elle t'a été d'une grande utilité. Et en fait, pour des personnes, comme tu le disais, qui l'ont pas vécu, leur tendance naturelle et raisonnée, donc ça c'est plutôt la partie humaine, mentale, et ben c'est qui va venir te chercher, et tu l'as dit comme ça dans ces termes, chercher à te raisonner. Donc, fais des choses, mais voilà, concentre-toi, etc. Sauf qu'à ce moment-là, corporellement, comme notre âme, elle est éteinte, et ben, alors selon le degré aussi, comme on le disait tout à l'heure, selon le degré de l'extinction de l'âme et le degré de la dépression, et ben, tu as des phases d'immobilisme où en fait, à ce moment-là, tu ne peux pas agir. Donc, ton corps ne peut pas réagir. Et en fait, les personnes, elles vont nous dire, mais fais quelque chose par bienveillance, enfin, en tous les cas, avec bienveillance et amour, parce qu'elles veulent nous aider. Mais à ce moment-là, en fait, nous, on n'est pas, on peut pas être en réaction, on peut pas réagir puisque le corps physique ne peut pas le faire. Et du coup, ce qui est important, comme tu disais, c'est qu'à partir du moment où tu as été voir un professionnel de santé, donc psychologue, psychiatre, que tu as suivi ce parcours-là,
et ben, tu as pu exprimer, c'était un espace libre où tu pouvais juste libérer ce que tu vivais. Et c'est effectivement ça dont on a besoin à ce moment-là, c'est juste exprimer ce qui se passe à ce moment-là et pas d'aller combattre cet état d'être qu'on traverse. Et finalement, ben, c'est juste cette expression. Et comme les professionnels, psychologues, psychiatres et kinésiologues et tous les métiers du soin et de l'accompagnement sont des professionnels, connaissent cet état-là et peuvent permettre justement, nous permettre et aux personnes qui le vivent, ben, de vivre pleinement ce qu'il y a à vivre à ce moment-là et de pouvoir l'exprimer. Donc voilà, c'était juste cette petite aparté que je voulais enfin, rebondir. Quand tu as dit combattre cet état d'être que l'on traverse, effectivement, parce que du fait qu'on ne connaisse pas, enfin, en tout cas, moi, que je ne connaissais pas dans l'état dans lequel j'étais, je luttais, en fait, contre ça. Et en fait, plus tu luttes, et que ce soit pour ça, pour la dépression ou pour l'anxiété, en fait, plus tu luttes dans l'état de négativité ou d'état désagréable dans lequel tu es, et plus ça revient, comme un effet boomerang. Ouais, tout à fait. Effectivement, quand on combat, ça marche pas. Et c'est là où on peut empirer la situation et à ce moment-là, vivre après d'autres situations encore plus délicates. C'est ça. Et donc, quand tu as commencé à mettre en place ces actions-là, qu'est-ce qui s'en est suivi? Qu'est-ce qui est arrivé après? Toutes ces petites actions, finalement, et le fait que j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'être entourée, finalement, aussi, et parce que c'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça qu'il y en a qui se retrouvent aussi dans des situations qui sont encore pires. Parce que leur état se dégrade dès qu'ils ont personne pour pouvoir parler, en fait, de ce qu'ils vivent. Et moi, du fait que j'ai été entourée par des gens qui comprenaient et d'autres qui comprenaient pas, mais en tout cas, que ce soit de mon chéri, de ma famille, de mes amis, petit à petit, j'ai réussi et bien sûr, du traitement médicamenteux, plus du suivi avec le thérapeute, m'ont permis de commencer à aller mieux. C'est arrivé, pour situer un petit peu la chose, c'est arrivé ça a commencé en mars 2023 jusqu'à j'ai commencé à aller mieux en août 2023. Et entre-temps, le 1er juin, j'ai retrouvé une activité professionnelle, donc plus dans le secteur administratif, donc qui était mon activité professionnelle avant de faire l'art thérapie. Et donc, le fait de faire une autre activité professionnelle qui n'était pas dans le soin aussi, ça m'a permis pas être toujours dans je sais pas, l'accompagnement psychologique et donc penser à l'état dans lequel moi j'étais, etc., etc. Et d'être dans un environnement aussi que je connaissais déjà parce que je suis retournée dans mon ancien poste finalement de gestionnaire administration des ventes avec l'équipe avec laquelle j'étais avant. D'autant plus, et je tiens à le souligner aussi, c'est que j'étais aussi avec mon amie, qui est aussi ton amie, qui m'a aussi beaucoup aidée parce que elle a été très présente, parce que j'ai pu me livrer à elle quand ça allait pas, et voilà, et vraiment être 100% moi-même avec elle, finalement, chose que j'étais pas forcément avec tous les autres, parce que j'avais honte de cet état et que je pensais que personne n'allait me comprendre. Donc voilà, j'ai repris des activités physiques et des passions diverses, donc la randonnée en nature, le yoga, la méditation, écouter de la musique parce que j'en ai écouté plus du tout, la création artistique, la lecture, du coup d'être dans la veille professionnelle finalement, d'être dans la recherche, tout ça sur le thème de l'art thérapie parce que c'est quelque chose qui m'anime, mais aussi du coup la psychologie, le développement perso. Et puis, petit à petit, revenir à la spiritualité, parce que voilà, c'est quelque chose qui m'anime aussi. Et pour toi, comment tu as rebondi? Qu'est-ce qui a suivi? Pour moi, j'ai réussi à prendre la décision de mettre en off l'activité de l'association. Alors en fait, comme ça s'est fait en processus, comme on le disait, tu guéris pas, hop, ton âme elle revient, ça se fait petit à petit finalement. Donc moi je continuais, même si j'étais encore dans cet état d'extinction de l'âme, je continuais à travailler avec l'association aussi.
Donc, j'ai continué à travailler jusqu'à finir mes engagements. Finalement, j'ai jamais arrêté. Et puis, au moment où j'ai arrêté, et puis après, j'ai décidé de mettre en pause. Donc, aussi, comme tu le disais, moi, d'être accompagnée avec les membres de l'association, c'était soutenant parce que eux étaient au courant. Voilà, donc en tous les cas, la prise de décision, et ils m'ont autorisé aussi à me dire, on fait un off, ça ne veut pas dire que ça s'arrête, que l'association elle s'arrête. En fait, il y avait aussi cette crainte tellement profonde de me dire, j'arrête, mais c'est non, je veux pas. Et il y avait mon âme qui criait, non, n'arrête pas. Et voilà, il y avait ce cri que j'entendais, et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'intermédiaire. Il y avait aussi cette chose, c'est soit blanc, soit noir. Et là, en fait, de dire, on fait une pause, ça ne veut pas dire c'est un stop, mais on fait une pause. Donc, il y a eu ça. J'ai repris une formation dans l'accompagnement des transitions professionnelles parce que, comme je le disais, j'étais focalisée, moi, sur un public jeune. Et en fait, je me suis dit, peut-être d'ouvrir un peu plus le champ des personnes que j'accompagne, ça va aussi m'aider sur mon chemin. Donc, j'ai repris aussi une formation pour l'accompagnement des adultes, enfin des personnes en transition professionnelle, en reconversion, en me disant, je vais aussi changer mon public d'accompagnement. Et puis, ça faisait écho avec moi, mon parcours de vie. J'avais vécu cette transition. Donc, j'ai continué à me former. J'ai repris aussi une activité salariée après en lien avec cette formation-là. Et petit à petit, comme je l'avais dit tout à l'heure, je reprenais contact avec mes proches. Donc ça s'est fait tout le long, en fait, finalement. J'ai jamais déconnecté complètement. Et il y avait aussi d'autres choses qui m'ont aidée à ce moment-là. C'était le fait d'être maman et d'avoir des activités du quotidien à faire pour ma fille. Donc, ça me ramenait à l'instant présent. Donc, ça aussi, ça me permettait de ne pas trop penser, de ne pas ressasser. Et puis aussi la présence de mon conjoint lui avait déjà vécu le fait que moi j'ai déjà traversé ça. Et en fait, juste sa présence. Là, il n'y avait pas d'action, mais juste le fait d'avoir sa présence et qu'il m'acceptait dans ce que je vivais à ce moment-là. Et puis, je suis partie aussi, et ça a été un point important, retrouver ma sœur aux États-Unis, qui est partie s'expatrier avec sa famille. Et on l'a rejoint avec mon mari et ma fille 15 jours. Et là aussi, ça a été un reboost. En tous les cas, là, je voyais la pente remontante plus clairement. Je voyais que je remontais petit à petit, doucement, doucement. Et là, ça a été aussi une accélération avec ce voyage-là. Donc, en fait, je rebondis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, toi, quand tu as repris tes activités physiques, que tu aimais, tes passions, etc. En fait, de reprendre euh, petit peu par petit peu, mais des choses qui nous tiennent à cœur. C'est aussi la reconnexion avec notre âme. En fait, on vient, c'est le signe que notre âme, elle est pas éteinte et elle disparaît pas, elle est toujours là finalement, elle est en veille et elle nous attend. Et qu'à partir du moment où on se reconnecte avec elle, et ben c'est là où le reprocessus revient. Quand tu disais reprendre les choses petit à petit et y aller progressivement, comment dire, c'est finalement l'état d'âme éteinte Ouais. qui se fait progressivement. Mm. Et en fait, c'est pareil pour les sentiments, pour les émotions, pour tout ça. En fait, ça revient petit à petit aussi, comme tu dis. Et c'est là aussi où il faut se laisser le temps, en fait, tu vois, d'y aller petit pas par petit pas. Ce dont aussi je me suis rendu compte et ce que ma psychologue m'a dit aussi à ce moment-là, c'est que en fait, il faut se forcer. Et au début, genre, c'est vraiment pas instinctif. Pourtant, c'est des choses que tu aimais auparavant, enfin, en tout cas que j'aimais auparavant, mais en fait, c'était presque une obligation de faire. C'est parce que c'est en faisant que du coup, tu vas reprendre le goût aux choses. Mm. Merci Valou pour ces premiers épisodes. Merci à toi, Tawes, et merci à tous pour cette écoute.
D'autres épisodes seront à suivre. N'hésitez pas à vous abonner, aimer la vidéo si elle vous a plu et à nous partager votre vécu en commentaire à travers cet état d'âme éteinte, plus communément appelé la dépression, si le cœur vous en dit. À bientôt! Au revoir.